voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Où vivaient les Néandertaliens ? Se sont-ils éteints en certains endroits avant de disparaître complètement ? Quel a été le cataclysme dans la Manche ? Comment ont pu jouer les changements climatiques et de biodiversité ? Quelle était la taille de leur territoire ? Les massifs alpins étaient-ils vides ou peuplés de façon saisonnière pour la chasse ? Au-delà des sphères de subsistance, peut-on distinguer une espèce de différenciation culturelle dans le paléolithique moyen, en particulier en Europe à partir des assemblages lithiques ? Jean-Jacques Hublin, qui dirige le département d'évolution de l'homme de l'Institut Max Planck de Leipzig en Allemagne, professeur invité au Collège de France depuis 2014, il est titulaire de la chaire Paléanthropologie, propose de faire revivre ces Néandertaliens, de les inscrire sur des cartes et des paysages et de révéler leur comportement. Si les territoires sont convoqués aujourd'hui, il faut cependant se représenter les cartes comme celles d'un peuplement néandertalien discontinu dans le temps et dans l'espace, et souligner qu'il n'y a pas beaucoup d'individus. En creux, au fil de cette série de cours consacrés aux Néandertaliens et au groupe frères asiatiques, les Denisoviens, se dessinent les différences avec Homo sapiens. En 2008, Jean-Jacques Hublin rappelait dans une interview donnée au magazine Science et Avenir qu'il y a eu un buissonnement d'espèces humaines avant l'apparition d'Homo sapiens il y a entre 200 000 et 150 000 ans en Afrique. Mais notre espèce s'est répandue dans le monde voici environ 50 000 ans avec une efficacité nouvelle, exploitant son environnement de façon inégalée. Et dans une autre interview donnée au journal Libération, le chercheur faisait remarquer que toutes les branches de ce buissonnement ont été taillées au point qu'il y a 20 000 ans environ, il ne restait plus que notre espèce Homo sapiens. À partir de là, on peut se demander quelle aptitude particulière, née du bricolage permanent de l'évolution, a fait la force de cette espèce. Mais avant de songer à la disparition de Néandertal, peut-être du côté de Zafaraya en Andalousie, il y a moins 32 000 ans, regardons cet homme de Néandertal parcourir ses propres territoires, ses sphères de circulation et d'approvisionnement en matières premières, sans doute sur 80 ou 100 kilomètres. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Jean-Jacques Hublin intitulé « L'expansion néandertalienne en Eurasie » le 3 novembre 2015. Ce que j'espère vous montrer, c'est deux choses. C'est d'abord que ce peuplement néandertalien, c'est un peuplement discontinu. Il est discontinu dans le temps, il est discontinu dans l'espace. Et puis aussi ce monde, ce territoire des Néandertaliens, eh bien, c'est un monde qui est en fait un monde assez vide. Hein. Et quand on regarde une carte comme ça et qu'on considère que c'est la zone de peuplement néandertalienne, évidemment l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est l'image d'une carte géographique moderne avec un pays, avec des habitants qui sont répartis un petit peu partout. Et évidemment, le monde pléistocène, le monde des Néandertaliens, c'est un monde qui n'a rien à voir avec celui-là, c'est un monde très vide. Alors, discontinuité dans le temps, vous vous rappelez qu'au milieu du Pléistocène moyen, on a cette fameuse révolution du Pléistocène moyen qui va modifier assez profondément le rythme d'alternance entre période froide et période tempérée, dite interglaciaire, avec un rythme au cours, disons, des 6 ou 700 derniers 1000 ans, qui est un rythme à peu près de 100 000 ans pour ces cycles glaciaires, interglaciaires, et puis surtout un changement aussi dans l'amplitude de ces cycles, avec des épisodes froids qui ne sont pas très longs, mais qui sont très intenses, et puis aussi quelques périodes très clémentes, en particulier le stade isotopique 11 et puis surtout le stade isotopique 5e, qui sont des stades qui, à bien des égards, ressemblent un petit peu aux conditions que l'on connaît actuellement, et même pour le 5e, qui a représenté des conditions encore plus chaudes que notre interglaciaire d'aujourd'hui. Alors, probablement, à cause de ce
ce changement assez radical des cycles climatiques dans les moyennes latitudes, les généticiens nous disent qu'aux alentours, bien, vous voyez, on est vers 500 000 ans, 600 000 ans, on a une diminution de la taille de la population effective chez les Néandertaliens. Alors, cette taille de la population effective, on en a parlé plusieurs fois, ça n'est pas la taille de la population réelle, c'est, disons, un chiffre, une expression mathématique plutôt de la diversité génétique des ancêtres d'une population plus qu'autre chose, mais il peut y avoir une grande différence entre la taille de la population effective et la taille réelle de la population qui peut être beaucoup plus grande, surtout si elle est passée par un goulot d'étranglement quelque part dans un passé récent. Et chez les Néandertaliens, on sait que ça a été le cas, même si pendant le stade isotopique 3, on pense qu'il y a une augmentation de cette taille de la population effective. Dans le passé, sans doute au moment du stade isotopique 4, qui a été un épisode froid, très froid dans les moyennes latitudes, une réduction très très forte de cette population effective, puisque, vous voyez, on parle de chiffres entre, disons, de l'ordre de quelques centaines d'individus, ce qui est quand même très peu. Discontinuité dans le temps aussi quand on regarde les données archéologiques. Et même si l'évolution des Néandertaliens dure pendant plus de 400 000 ans, eh bien, la répartition des sites archéologiques qui ont livré des outillages fabriqués par les Néandertaliens, eh bien, cette répartition chronologique, elle est extrêmement hétérogène. Ce schéma, je l'ai tiré d'un article d'un collègue espagnol qui s'appelle De la Torre et qui vous montre la distribution des sites dans la péninsule ibérique en fonction de la chronologie. Pour le Paléolithique moyen, donc disons que tous ces gisements considèrent qu'ils ont livré des outils fabriqués par les Néandertaliens. Et vous voyez qu'il y a une concentration extraordinaire du nombre de sites autour du stade isotopique 3. Donc entre cette première pulsation froide du stade isotopique 4 et puis la grande glaciation, la grande dernière glaciation du stade isotopique 2 qui a connu les hommes modernes dans nos régions. Alors cette distribution hétérogène dans le temps, et ce que je vais vous dire est vrai aussi pour la répartition dans l'espace, évidemment, on se pose constamment la question de savoir si c'est réellement un effet de changement démographique, c'est-à-dire qu'il y avait plus de Néandertaliens à cette époque-là qu'avant, ou si c'est un effet de la taphonomie, de la conservation des sites. Et la vérité, c'est que c'est un petit peu les deux, et qu'il y a surtout quand on remonte dans le temps, eh bien, évidemment, il y a un problème de conservation des sites, et donc on n'est pas du tout sûr qu'on a un enregistrement précis de la présence humaine dans toutes les régions de façon fiable. Donc ces fluctuations du nombre de sites et du nombre de la taille des populations, je vous l'ai dit, on la met essentiellement en relation avec les fluctuations climatiques. Et l'idée générale qu'on a sur le peuplement de l'Europe pendant la deuxième moitié du Pléistocène moyen et le Pléistocène supérieur, eh bien, c'est en fait qu'on a des espèces de pulsations climatiques qui se traduisent par des abandons d'une grande partie du territoire européen par les populations, que ce soit néandertaliennes ou modernes plus tard. Il va se passer exactement la même chose pendant le stade isotopique 2, même si les hommes modernes se montrent un petit peu plus capables, si je peux dire, de s'adapter à des conditions difficiles. Et donc, avec des zones qui se trouvent en avant de la calotte glaciaire qui couvre le nord-ouest de l'Europe. Celle-là, c'est celle du stade isotopique 2, donc les Néandertaliens ne l'ont pas connue, mais ils ont connu ce front glaciaire qui est celui du stade isotopique 6 et puis d'autres avant. En avant de ce front, donc, une zone de permafrost, c'est-à-dire de terrain qui reste gelé en profondeur été comme hiver et qui dégèle seulement en surface l'été,
et pour des régions comme l'Europe occidentale, en particulier la France, de très très grandes surfaces qui sont en fait couvertes par une toundra, une steppe périarctique. Alors quand on regarde la distribution des... Je vous ai mis ici une petite image que je vous ai déjà montrée, qui vous montre un paysage en Espagne du Nord au moment du dernier interglaciaire, du dernier maximum glaciaire, excusez-moi, avec des rennes, des rhinocéros laineux et des animaux adaptés à des climats froids. Alors, en fait, quand on regarde la distribution des sites moustériens en France, par exemple, ce qu'on voit, c'est que, en fait, il y a très très peu de sites où les Néandertaliens ont vécu dans des espaces réellement qu'on pourrait qualifier de périarctiques. Là, dans le nord de la France, il y a en particulier dans l'Oise un gisement près de Beauvais où on a trouvé des traces d'occupation humaine qui datent d'une période très très froide, avec beaucoup de rennes, enfin une faune assez impressionnante du point de vue de l'environnement. Mais ces occupations ont l'air d'être très rares et on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Est-ce que c'est une espèce de raid, enfin d'occupation très courte par un petit groupe, ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus permanent dans le temps? Et puis alors, au moment des périodes qui sont plus clémentes, on va avoir une recolonisation des moyennes latitudes. Donc on a une espèce de pulsation avec à la fois une réduction en taille des populations et puis aussi une distribution dans le territoire qui se modifie. Alors cette pulsation, je crois qu'il ne faut pas la voir comme une espèce de grande migration des Néandertaliens du nord au sud en fonction des fluctuations climatiques. En fait, on a plutôt l'impression que c'est de l'extinction locale de certaines populations et puis de la survie d'autres populations dans d'autres régions qui, plus tard, vont se développer, ce qui d'ailleurs explique le peu de variabilité génétique de ces Néandertaliens à la fin de leur histoire. Mais par exemple, quand on regarde les relations entre les industries lithiques moustériennes du nord de la France et du sud de la France, eh bien, on ne voit pas un effet de migration ou de recolonisation par les mêmes populations en fonction des fluctuations climatiques. L'impression qu'on a, c'est tout simplement que quand les conditions deviennent mauvaises, simplement les hommes qui vivent dans ces régions-là ne survivent pas, mais ils survivent ailleurs. Alors pendant les stades interglaciaires, les conditions évidemment sont bien plus favorables. Pour faire le pendant à l'image précédente, voilà une reconstitution d'un paysage interglaciaire avec, vous voyez, des hippopotames, des cervidés, des singes comme des macaques par exemple. Bon, ce genre de paysage-là a existé en Allemagne, en Angleterre pendant les stades interglaciaires. Donc on a trouvé des hippopotames à Trafalgar Square à Londres. Et donc effectivement, c'est un paysage qui est très différent même de celui qu'on connaît aujourd'hui. Cette carte de l'Europe, eh bien cette énorme patate brune que vous voyez sur l'Europe, c'est une forêt de feuillus caducs. Et puis le rose ici, c'est une forêt méditerranéenne. Et ça, c'est le paysage qui domine l'Europe pendant ces maximums interglaciaires, si je peux dire, avec de la forêt, de la taïga, enfin de la forêt de conifères seulement dans les zones d'altitude ou en Scandinavie. Alors, on s'est longtemps demandé quel type d'occupation humaine pouvait survivre en fait dans ces paysages interglaciaires. Alors, pour nous, évidemment, l'idée qu'il fasse beau et qu'il y ait des hippopotames dans le Rhin, ça paraît être plutôt sympathique, mais on a longtemps cru que, en fait, les populations humaines, en particulier néandertaliennes, eh bien, n'étaient pas tellement adaptées à ce genre d'environnement, en fait. Et de fait, il y a un petit nombre de sites archéologiques qui sont rapportés à ces périodes-là, et on a construit des modèles où, en fait, on met en avant le fait que c'est ni pendant les maxima glaciaires, ni pendant les interglaciaires que la population est la plus
importante et qu'elle est bien adaptée à son milieu, mais plutôt dans les phases intermédiaires, qui sont le début des phases glaciaires, mais sans qu'il fasse très très froid, ou alors des interglaciaires comme l'interglaciaire 3, qui ne sont pas très très chauds. Alors en fait, c'est un petit peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure à propos de la répartition chronologique des sites espagnols. Il y a là-dedans des facteurs taphonomiques, des facteurs de conservation, et il semble quand même que indépendamment de la taille des populations et de la quantité d'habitat humain, eh bien, la conservation des sites pendant les interglaciaires pose problème. Alors, on a ici une carte qui a été publiée par mon collègue Jürgen Richter, qui vous montre les sites du stade isotopique 5E et 5D en Europe. Vous voyez qu'il y en a surtout en fait en Allemagne et puis en Europe centrale un petit peu, beaucoup moins en France et en Espagne. Beaucoup de ces sites sont des sites où on trouve des dépôts carbonatés du type travertin, dans lesquels on trouve une conservation. Donc, ce sont des sources minéralisantes où on trouve des restes de faune, de végétaux et des restes humains. Alors quand même, on est revenu un petit peu de cette idée que les hommes ne survivaient pas beaucoup mieux dans les périodes interglaciaires très clémentes que pendant les maxima glaciaires. Et de fait, au cours des dernières années, on a découvert un certain nombre de ces sites qui remontent justement à ce qu'on appelle l'Éémien, c'est-à-dire ce stade isotopique 5E qui commence il y a environ 127 000 ans et qui est un stade très très clément, plus chaud que l'actuel. À titre d'exemple, je vous montre ce site parce que on en a beaucoup parlé au moment de sa découverte il y a quelques années dans un lotissement de la Somme, et c'est le site de Cahors qui a été fouillé par l'INRAP. Et dans ce site, on a un niveau de tourbe compactée qui conserve très très bien les matières organiques, la faune, les végétaux, et cette tourbe compactée, elle est recouverte par un travertin, donc des formations carbonatées un petit peu du genre de sel qu'on trouve dans certains sites plus à l'est. Vous voyez les végétaux, ici c'est une fougère qui est conservée dans ce travertin de Cahors, et la faune que l'on trouve dans ce site, c'est une faune qu'on s'attend à trouver dans une forêt de feuillus, avec en particulier beaucoup de cerfs, un petit peu comme les cerfs que vous pouvez voir aujourd'hui dans la forêt de Chantilly ou de Rambouillet, avec à côté des industries moustériennes, dans le fond, qui ne sont pas très différentes de celles que l'on connaît dans d'autres périodes climatiques. Alors, discontinuité géographique, il y a un autre moyen de l'appréhender, cette fois-ci sans s'occuper des fluctuations climatiques, mais tout simplement en regardant une carte de l'Europe, ou disons de l'ouest de l'Eurasie, et sur cette carte, ce que vous voyez en vert sont les zones où on a trouvé des industries moustériennes que l'on attribue aux Néandertaliens. Et vous voyez que c'est une carte qui est très différente de la première carte que je vous ai montrée. La première carte que je vous ai montrée, dans le fond, c'est une carte où on a rempli tous les vides. Entre les gisements, on avait trouvé quelques ossements néandertaliens. Évidemment, on a beaucoup plus de restes archéologiques que de restes d'hommes fossiles. Les sites moustériens, on en compte des centaines en Europe. Certains livrent des industries lithiques par centaines de milliers d'objets, et ces objets sont quasiment indestructibles. Donc, on pense qu'on a, avec l'outillage quand même, une représentation plus fiable qu'avec les fossiles humains eux-mêmes, avec quand même le bémol que je répète à nouveau, qu'il y a des zones où ces sites archéologiques peuvent être difficilement accessibles parce qu'ils sont recouverts par beaucoup de sédiments, ou simplement ils n'ont pas été conservés. Donc cette carte, c'est une carte qui est très, très hétérogène. Il y a des régions peut-être aussi où l'intensité des recherches a été plus faible que dans d'autres.
mais quand même, on voit des disparités régionales très très importantes. Et même quand on fait un grossissement sur une région particulière, ici c'est le sud de la France. Alors le sud de la France, il est difficile d'envisager que la distribution des sites de façon hétérogène, elle résulte d'efforts de recherche différents dans les différents départements français. Non, c'est sûrement pas ça. Donc vous voyez qu'il y a énormément de sites sur le flanc sud-ouest du Massif central, dans les Charentes, un petit peu là au pied des Pyrénées. Et puis il y a d'autres régions où, ma foi, il existe quelques sites, mais ils sont beaucoup plus rares. Et donc on peut s'interroger sur la raison de cette répartition. Dans ces régions-là, évidemment, on a un développement très important des karstes, donc on a des grottes, on a des abris sous roches, et ces grottes se comportent un petit peu comme des pièges qui retiennent les sédiments, les outillages. Donc évidemment, c'est très intéressant pour les archéologues et les paléontologues. Les zones, les grandes zones sédimentaires, comme le bassin aquitain ou le bassin parisien, évidemment, ne comportent pas de grottes partout le long des vallées, donc la conservation de ces sites est plus difficile. Et c'est surtout, depuis quelques décennies, le développement de l'archéologie préventive lorsque l'on réalise des grands travaux du style autoroute, TGV, grands canaux, qui permet la découverte de sites de plein air dans ces régions-là. Et quand on comptabilise ces sites dans les régions de plein air comme le nord de la France, eh bien, même si on a beaucoup de sites, même si on a pu les fouiller sur des grandes surfaces, on reste quand même très très loin de la densité de sites qu'on observe dans le sud-ouest de la France, et donc il y a certainement quand même des différences en termes d'occupation humaine. Il est intéressant de rapprocher de cette carte des sites du sud-ouest de la France une autre carte, et qui est la carte qui vous montre les zones où on trouve des affleurements géologiques qui livrent du silex. Et vous voyez que ces deux cartes ne sont pas complètement indépendantes l'une de l'autre, et donc, évidemment, l'idée, c'est que les raisons pour lesquelles on trouve des fortes concentrations de sites sont liées aux ressources locales. Alors quand je dis les ressources, c'est pas seulement le silex, hein, c'est un petit peu tout. C'est les ressources en termes de faune, les possibilités d'habitat, et puis les matières premières pour fabriquer des outils. Donc probablement quand même des occupations néandertaliennes sur de très très vastes territoires, mais avec certainement des grands espaces vides qui manquent de ressources pour ces populations. Je reviens à la péninsule ibérique, où vous avez ici une distribution des sites paléolithiques moyens, donc néandertaliens, dans la péninsule ibérique, et vous voyez que à l'échelle de la péninsule ibérique, on observe encore quelque chose un peu de comparable à ce qu'on a en France. Et là, il est difficile de penser que quasi-absence de sites moustériens dans le sud de l'Espagne ou dans le nord, dans le centre de, excusez-moi, dans le sud il y en a, mais dans la partie centrale de l'Espagne, est liée à la présence d'un front glaciaire ou de quelque chose comme ça. Donc, il faut envisager d'autres explications. Les sites moustériens en Espagne sont singulièrement disposés, j'allais dire, à la périphérie de la péninsule ibérique, près des côtes, et puis dans des massifs de moyenne montagne, dans la moitié nord. On retrouve un schéma un petit peu comparable à celui-là, avec les gisements solutréens du Paléolithique supérieur, qui sont contemporains du stade isotopique 2, donc du dernier maxima glaciaire. Et l'interprétation que l'on fait généralement de cette distribution des sites, c'est que pendant les phases froides ou à tendance froide, qui sont aussi des phases à tendance aride, eh bien, les zones très continentales et un peu plus sèches, avec des ressources en eau plus limitées, eh bien, sont peut-être pas si favorables que ça à la présence humaine. Alors, présence ou absence humaine, on a vu que ça dépendait du climat, on a vu que ça dépendait de la géographie et des ressources en matières premières, en faune. Vous allez voir qu'il y a un autre
paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est la géographie elle-même et les changements de la géographie au cours de ces cycles glaciaires. Et il y a, encore une fois, quand on fait un agrandissement de cette carte de distribution générale des Néandertaliens, on voit des trous qui sont tout à fait remarquables. Alors des trous qui sont des trous dans la carte, qui sont aussi des trous dans la chronologie. Et un de ces trous les plus remarquables, eh bien, c'est celui des îles Britanniques, dans lesquelles on a trouvé des industries lithiques assez abondantes, assez riches, pendant une bonne partie du Pléistocène moyen. Et puis, aux alentours de 180 000, tout d'un coup, on trouve de moins en moins de sites, et puis on n'en trouve même plus du tout. Et pendant à peu près 100 000 ans, on va avoir une absence totale des hommes dans les îles Britanniques, enfin en Angleterre. Et donc c'est quelque chose qui a suscité énormément de discussions, d'interprétations. Il faut quand même se rappeler que l'Angleterre, ça a été une des patries de la préhistoire au XIXe siècle. Donc là encore, il est difficile d'imaginer que c'est l'absence de recherche qui explique cette absence humaine. Et en gros, cette absence humaine, elle se signale pendant le stade isotopique 6, donc qui est une glaciation assez importante, assez longue, et de façon remarquable pendant l'interglaciaire qui suit, qui est donc l'interglaciaire 5E, vous savez, cet épisode où on a des éléphants et des rhinocéros dans le Rhin. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est essentiellement qu'on a l'établissement de la Manche pendant le Pléistocène moyen, et cet établissement de la Manche se fait d'une façon assez catastrophique, on va dire. On a, il y a environ 450 000 ans, un front glaciaire, un de ces fronts glaciaires du Pléistocène moyen, qui se développe sur le nord des îles Britanniques et le nord-ouest de l'Europe. Et à l'emplacement actuel du sud de la mer du Nord, on a un énorme lac glaciaire qui se développe au pied de ce front glaciaire. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait habituel quand on a des masses glaciaires très importantes en milieu continental. Généralement, il y a tout un système de lacs et de fleuves qui se développent au pied de ce front glaciaire. Et donc, ce lac énorme va grossir parce qu'il est alimenté à la fois par la Tamise, qui se déverse à l'époque donc vers le nord, et aussi eh bien, par les fleuves qui viennent du continent, et en particulier le Rhin. Et donc, on a un développement constant de ce lac. Et il y a un petit peu moins de 450 000 ans, eh bien, l'espèce de ride de craie qui se trouve à l'emplacement du Pas-de-Calais, entre Douvres et Calais aujourd'hui, eh bien, cette ride, qui était un petit peu plus haute que le niveau de la mer actuel, va se rompre sous la pression de ce lac, et ce lac va se déverser dans la Manche d'une façon absolument catastrophique. Les chiffres qui ont été donnés pour la vidange de ce lac sont des chiffres absolument extraordinaires, puisque on pense qu'en quelques semaines, il y a eu un flot d'eau venant du nord, représentant à peu près une centaine de fois le débit actuel du Mississippi. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est une quantité d'eau absolument faramineuse. Et des géologues anglais, en examinant le fond de la Manche avec des sonars à haute résolution, il y a quelques années, ont reconnu les traces de cette vidange cataclysmique de la Manche. En fait, non seulement il y a eu une de ces vidanges avec des figures géomorphologiques qui sont tout à fait caractéristiques de ce genre de cataclysme, mais il s'en est produit une deuxième à la veille du stade isotopique 6, et donc on a deux vidanges comme ça, l'une après l'autre, qui sont tout à fait violentes. Alors à l'issue de la première de ces vidanges, le cours de la Tamise va être détourné et va se déverser vers le sud, donc dans ce qui est aujourd'hui la Manche. Et à cette époque, le Rhin continue, dans le fond, à alimenter ce lac au pied des glaciers dans la mer du Nord.
Et donc il va y avoir une deuxième catastrophe, il y a un peu plus de 180 000 ans, et une deuxième vidange qui cette fois-ci va ouvrir complètement le Pas-de-Calais et la Manche. Et donc ce qui va se passer au stade isotopique 6, eh bien, c'est que on a un isolement déjà effectif des îles britanniques à cause de la présence de la Manche. On a une glaciation qui se produit, et cette glaciation, comme ailleurs d'ailleurs, va aboutir à un amenuisement des populations humaines qui va être complètement effectif pendant le stade isotopique 6, donc on va trouver personne dans les îles britanniques à cette époque-là. Et quand l'interglaciaire va se présenter, qui est normalement le moment où il y a une recolonisation du milieu à partir du sud, eh bien, patatrac, on a une deuxième catastrophe de ce type-là qui se produit, et donc les hommes, et d'ailleurs pas seulement les hommes, certains autres mammifères, eh bien, n'ont pas recolonisé les îles britanniques pendant le stade isotopique 5. Par exemple, il n'y a pas de chevaux fossiles pendant cette période-là. Et voilà, à l'issue de tous ces bouleversements, à quoi ressemble le paysage de l'Europe occidentale à la veille du dernier maximum glaciaire, avec cette fois-ci et la Tamise et le Rhin qui se déversent vers l'ouest. Donc il y a des parties du territoire européen qui sont réellement inaccessibles pendant des périodes très longues, puisque là on parle d'une centaine de milliers d'années. On a d'autres exemples de ce type-là, je ne veux pas abuser de votre patience, mais vous savez par exemple que les îles méditerranéennes n'ont été peuplées par l'homme qu'assez récemment, mais quand même il est assez troublant de voir que certaines régions, certaines de ces îles, comme par exemple la Sicile, qui est une île qui géographiquement est extrêmement proche de la pointe de la botte italienne, eh bien la Sicile n'a jamais livré aucun site moustérien néandertalien. On pense qu'il n'y a jamais eu de néandertalien en Sicile, ce qui est assez troublant, malgré le fait que la distance, encore une fois, c'est une distance très très courte, kilométrique. Alors c'est vrai que vous connaissez l'histoire de Charybde et Scylla, hein, donc c'est pas une traversée qui est de tout repos, même aujourd'hui avec un bon bateau. Mais on a donc un abandon par les hommes, enfin plutôt une non-colonisation par les hommes de cette très grande île qui se trouve entre l'Afrique et l'Europe, malgré sa proximité de l'Italie. Alors c'est très intéressant parce que dans toutes ces îles méditerranéennes, pendant le Pléistocène, on a le développement de faunes tout à fait bizarres, qui sont des faunes insulaires. On en avait parlé l'année dernière à propos de Flores et du fameux Homo floresiensis. Mais on a, dans le Pléistocène moyen de Sicile, des petits éléphants nains qui mènent une vie bien heureuse, et à côté d'eux, des rongeurs ou d'autres animaux qui habituellement sont petits, qui deviennent beaucoup plus gros. Donc on a ce phénomène dans de nombreuses îles méditerranéennes, Malte, la Sardaigne, la Corse, la Crète, les îles de la mer Égée. Mais encore une fois, en Sicile, ce qui est tout à fait étonnant, c'est la proximité du continent. Au passage, je vous cite quand même je mentionne une petite anecdote. Donc ces crânes d'éléphants falconeri du Pléistocène moyen de Sicile, on pense que ces crânes-là sont à l'origine de la légende des cyclopes, hein, parce que ce sont des gros crânes, hein, c'est un peu plus gros quand même qu'un crâne humain, mais quand on n'est pas un anatomiste, eh bien, on voit ce gros trou au milieu qui ressemble à des orbites, et on pense que la légende des cyclopes et de la rencontre d'Ulysse et des cyclopes, eh bien, trouve ses racines dans la découverte de certains de ces fossiles pendant l'Antiquité. Alors, un autre milieu qui est un milieu difficilement accessible, c'est le milieu alpin. C'est la montagne, et donc rappelez-vous qu'au milieu de l'Europe, il y a cette énorme épine dorsale montagneuse qui évidemment n'a pas été très facile à coloniser par les hommes, en particulier les Néandertaliens, mais on connaît quand même un certain nombre de sites qui sont des sites de moyenne montagne. Ici, c'est une répartition des sites en Suisse. Cette partie vous montre l'extension maximum des glaciers alpins pendant un maximum glaciaire. Certains de ces sites quand même, alors ces sites suisses, hein, ils s'échelonnent entre l'interglaciaire 5 et puis l'interglaciaire 3.
certains de ces sites, quand même, ont des altitudes assez remarquables. On s'approche des 2000 mètres d'altitude. On a des sites un peu similaires dans les préalpes françaises, dans le Vercors, par exemple. On en a décrit. On en a en Autriche aussi. Encore une fois, des sites à 2000 mètres. Même pendant le stade isotopique 3, ça ne devait pas être facile d'aller à 2000 mètres d'altitude pour chasser la faune là-haut. Évidemment, on pense que ces sites sont des sites d'occupation saisonnière, une espèce de halte de chasse. D'ailleurs, sont des sites en général assez pauvres en industrie et non pas des habitats permanents. Alors, autre territoire difficilement accessible, eh bien, les territoires qui se trouvent à l'est, et ça on en a déjà un petit peu parlé les fois précédentes. Ce trait noir vous montre l'extension maximum des glaces pendant le dernier maximum glaciaire, mais vous voyez qu'auparavant, les glaces se sont avancées beaucoup plus loin vers le sud pendant certains épisodes, comme le 16 ou le 6, et le 6 notamment a vu une avancée des glaciers assez près de la mer Noire. Ces épisodes glaciaires donc ont rendu la présence humaine très très difficile dans ces régions de l'extrême est européen et de l'Asie centrale. Alors toujours pareil, en particulier à cause de la présence de ces lacs et de ces systèmes fluvio-lacustres qui se développent au pied des calottes glaciaires et qui transforment, disons, tout le centre, l'ouest de la Sibérie en un véritable marécage avec un labyrinthe de lacs. Et dans le même temps, une extension très importante en surface des mers continentales comme la mer Caspienne ou la mer d'Aral. Alors on sait néanmoins que les Néandertaliens ont pu passer vers l'est jusque dans l'Altaï, probablement à l'occasion du dernier interglaciaire. Peut-être pas pendant le 5e, qui est le pic interglaciaire, parce que cette région-là a été couverte par une taïga très dense, très épaisse, mais peut-être pendant une de ces périodes de transition entre phase froide et phase plus clémente. Alors, tant que nous sommes à l'est, je vous précise un autre coin de notre carte, qui est le Levant, la région qui se trouve immédiatement à l'est de la Méditerranée, simplement pour vous montrer qu'on a là une autre frontière du monde néandertalien. Les points rouges que vous avez représentent des sites qui ont été découverts en Irak, en Syrie, donc Chanidar, Dédérié. Et puis, donc, ces sites ont livré des restes humains, mais on a de nombreux sites moustériens qui sont dans cette région-là, notamment dans le Zagros. Donc, on pense que tout ça, c'est un domaine néandertalien. Et singulièrement, c'est dans le sud de cette zone, entre la dépression de la mer Morte et du Jourdain, et puis la mer Méditerranée, qu'on a des sites qui ont livré, dans l'emplacement actuel d'Israël, des sites moustériens qui sont des sites qui ont livré des Néandertaliens, comme cet homme de Wadi Hamoud, près du lac de Tibériade, et aussi des restes d'hommes modernes très anciens, de plus de 100 000 ans, dans les sites de Skoul et de Kavzé. Vous voyez quand même que ces points blancs, qui représentent une espèce d'incursion d'hommes modernes d'origine africaine ou arabo-africaine dans ces régions-là, ces points blancs restent quand même cantonnés très au sud du Proche-Orient. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'a jamais trouvé d'hommes modernes associés à des industries moustériennes, donc contemporains de ces Néandertaliens, plus au nord que Kavzé. Donc on a tout lieu de penser que tout ça reste un domaine néandertalien. Quand on regarde la morphologie de ces Néandertaliens, on voit qu'ils sont un petit peu différents de ceux qu'on trouve en Europe. En particulier, ils ont des proportions corporelles qui montrent qu'ils sont adaptés à des climats un petit peu plus cléments. Alors la présence des Néandertaliens dans cette région relativement méridionale par rapport à leur distribution la plus connue, qui est l'Europe,
Eh bien, on la doit, cette connaissance, on la doit en particulier donc aux travaux qui ont été menés en Israël. Et je peux pas m'empêcher de vous montrer la photo de cette jeune dame qui s'appelle Dorothy Garrod. Et Dorothy Garrod, donc, était une femme qui a été décrite par ses contemporains comme une femme timide, mais qui était une femme remarquable, qui a, dans les années 30, mené des opérations de fouilles dans ce qui était à l'époque la Palestine sous mandat anglais. Je pense que c'était pas évident. Et ça a été la première femme qui a été élue professeure à l'université de Cambridge. Et je pense que sous ses dehors timides, elle avait quand même une personnalité tout à fait exceptionnelle. Alors cette Miss Garrod, elle a fouillé près d'Haïfa des grottes dans un massif montagneux qu'on appelle le massif du mont Carmel, et en particulier une grotte qui s'appelle Taboun, et elle a établi toute une stratigraphie de différents types de moustériens qu'on trouve dans ces grottes, et cette stratigraphie, ce découpage de ces différents moustériens est toujours utilisé aujourd'hui. Donc on associe ces néandertaliens et ces hommes modernes à différents types de moustériens. Pour dire les choses très simplement, on n'a pas à la fois des hommes modernes et des néandertaliens dans le moustérien du Levant. On a certainement, pendant le stade isotopique 5, donc une période clémente, une remontée de faune arabo-africaine dans cette région-là, et on trouve des hommes modernes qui sont probablement originaires du Sud. Et puis, dans la période qui suit, où on trouve ce moustérien de type B, qui est un petit peu différent sur le plan technotypologique, eh bien, on trouve à nouveau des néandertaliens, donc une espèce de redescente, si je peux dire, des néandertaliens, avec des faunes d'ailleurs un peu plus froides. On se pose la question de savoir si pendant le stade isotopique 6, donc un stade froid précédent, on n'a pas déjà eu une arrivée de néandertaliens avec un fossile dont la datation prête à beaucoup de discussions, qui est la femme de Taboun, dite Taboun C1, et qui a été datée peut-être au-delà de 170 000 ans, mais pour certains, c'est une sépulture beaucoup plus récente qui est intrusive dans les niveaux de moustériens de type Taboun C. Donc, tout ça simplement pour vous dire que là, on est dans une zone frontière où on a une espèce un autre type de pulsation climatique qui ne se traduit pas par un abandon ou une recolonisation du milieu, mais plutôt par une alternance entre deux groupes humains, un groupe humain plus moderne anatomiquement et puis les néandertaliens. Alors, une des questions qui se pose une fois qu'on a fait ce tour des différentes régions avec les difficultés de peuplement, c'est de savoir si on a en fait une population néandertalienne ou si on peut reconnaître des divisions, alors soit sur le plan anatomique, soit sur le plan génétique. Certains de mes collègues ont fait des tentatives en particulier de modéliser les données mitochondriales qu'on a sur les néandertaliens pour identifier des néandertaliens orientaux, et puis en Europe, des néandertaliens plutôt des régions de moyenne latitude qui seraient différents des néandertaliens méditerranéens. Je dois dire que cette division convainc assez peu. Pourquoi ? Eh bien parce que si on regarde l'arbre des lignées mitochondriales que l'on connaît chez des néandertaliens récents, on voit qu'il y a un groupement tout à fait remarquable des néandertaliens d'Europe occidentale. Les choses sont beaucoup plus compliquées quand on va vers l'Est, et on imagine bien que ce repeuplement des zones qui avaient été plus ou moins désertées pendant le maximum glaciaire 4 ou le 6 résulte par ce groupement qu'on observe en Europe, avec probablement une origine de peuplement un peu différente pour les néandertaliens qu'on trouve plus à l'est, depuis le Caucase jusqu'à l'Altaï. Mais par contre, à l'intérieur des néandertaliens européens, il semble quand même très difficile de séparer des néandertaliens du nord et du sud. Pourquoi ? Eh bien parce que vous voyez qu'ici, dans ces regroupements, on a des regroupements de néandertaliens trouvés
en Allemagne, comme Feldhofer, avec des Néandertaliens qui viennent de Croatie. Et donc, on ne voit pas très très bien une structure nord-sud là-dedans. Ce qui d'ailleurs, encore une fois, est plutôt cohérent avec cette idée qu'on a une pulsation du peuplement liée à au climat. Alors pour finir, je voudrais vous parler d'un dernier point qui est celui, alors là on se rapproche de plus en plus, si je peux dire, point de vue échelle, ce qui est celui de la taille des territoires des Néandertaliens. Dans le fond, ces Néandertaliens qui vivaient en Europe, quel genre de territoire est-ce qu'ils exploitaient? Alors on a essayé différentes méthodes pour reconstituer ces territoires. Et c'est très important, cette idée de territoire, parce que derrière l'idée de territoire, il y a l'idée de démographie, bien sûr, parce qu'on peut ensuite assigner à ces territoires des populations, des groupes d'une taille déterminée. Alors, ce qui a été le plus utilisé, il y a une littérature très abondante là-dessus, eh bien, ce sont les matières premières qu'on trouve dans les gisements archéologiques, les silex qui ont été taillés. Et donc, vous voyez que pour un site, ici, il s'agit d'un site du Massif central, eh bien, on peut compter le nombre d'objets trouvés dans le gisement venant d'une certaine source, et on peut regarder la distance de cette source, et ça nous donne une idée de la taille du territoire, en tout cas du territoire d'approvisionnement. Alors, c'est une histoire assez compliquée, parce que si vous imaginez un groupe de Néandertaliens qui se déplace d'un point à un autre au cours d'un cycle saisonnier, par exemple, ces Néandertaliens, ils vont emporter avec eux quelques outils vers leur nouvelle localisation. Et puis, ils vont en produire des nouveaux, ils vont en perdre, et puis ça va continuer. Et en fait, quand on modélise ça, on se rend compte que, en fait, au bout d'un certain nombre de semaines, ils vont plus avoir aucun outil de leur point de départ. Hein. Et donc, peut-être que ce qu'on trouve dans un site, en fait, est un petit peu biaisé par ce processus-là. Il y a d'autres effets qui sont à l'œuvre qui rendent la chose un peu compliquée. Mais enfin, on arrive quand même toujours à peu près à des tailles de territoire un peu comparables. Ça sont ces sites du Massif central ou de l'Ardèche. On a une sphère de circulation qui est, on va dire de l'ordre de 80 km, 100 km, quelque chose comme ça, à l'intérieur de laquelle on a l'impression que se fait l'approvisionnement en matières premières et la circulation peut-être entre différents sites. Voilà un autre exemple dans le Pays basque espagnol. Ça, c'est le golfe de Biscaye, avec encore une fois, quand vous regardez l'échelle de cette carte, des circulations qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Alors certains vont plus loin. Vous voyez qu'ici, dans cette étude, on a vraiment essayé de regarder entre différents gisements en prenant en compte non seulement les matières premières, mais aussi le type d'objets qu'on trouve dans ces sites, quel pouvait être un cycle annuel de circulation d'un groupe néandertalien. Encore une fois, le problème de ces matières premières, c'est que si on a un déplacement qui n'est pas cyclique, mais qui peut être longitudinal, par exemple, eh bien, on n'a aucune chance de le mettre en évidence. Donc, il est probable que les déplacements à grande distance ne sont pas rendus visibles par ce genre de méthode. Alors, dernière méthode qui a été utilisée pour apprécier la taille des territoires, ça n'est pas de regarder les outillages et les matières premières qui servent à fabriquer ces outillages et qui, eux, nous donnent une idée de la circulation, disons, au maximum à l'échelle d'une année, mais probablement plutôt à l'échelle de quelques semaines, de quelques mois. Alors, on a essayé de se rendre compte à l'échelle de la vie d'un néandertalien, de voir si on pouvait reconstituer sa mobilité. Et ce qui est utilisé à ce moment-là, c'est une méthode complètement différente. C'est une méthode qui est fondée sur l'analyse de certains isotopes lourds, comme le strontium par exemple. Et ce strontium, donc, qui existe sous forme de différents isotopes, ici on s'intéresse à l'isotope 87 et 86 du strontium, eh bien, ces isotopes du strontium varient dans les différentes, leurs proportions varient dans les différentes formations géologiques. Et
ces rapports isotopiques du strontium qui vont être fixés dans les végétaux qui poussent sur ces formations géologiques et ultimement dans les tissus des animaux vivants, des mammifères en particulier qui vivent dans ces régions-là. Et donc on peut aller regarder dans des tissus dentaires en particulier les rapports isotopiques du strontium et essayer de se faire une idée de l'endroit où l'individu qui est étudié a vécu, en tout cas au moment où cette dent s'est développée. D'accord ? Alors je vous montre un travail qui est en cours, qui n'est pas complètement terminé, mais qui est en cours de réalisation par Christine Vernat en particulier, et puis d'autres collègues de mon laboratoire, sur des sites néandertaliens qui se trouvent dans la vallée de la Meuse, en Belgique. Et sur la vallée de la Meuse, on a des sites qui sont dans des formations carbonatées, dans lesquelles on a trouvé toute une série d'industries, de niveaux moustériens et de restes humains. Et je voudrais simplement rapidement vous montrer deux études, une qui porte sur un enfant qui vient de la grotte d'Angis, qui est un des premiers néandertaliens qui a été découvert au XIXe siècle, et puis un fossile de la grotte de Skladina. Alors, en gros, l'idée, c'est de regarder dans les différentes dents d'un individu quelles sont les valeurs de ce rapport isotopique entre ces deux isotopes du strontium. Et on peut comparer ces valeurs à ce que l'on observe dans différentes formations géologiques dans l'environnement du site. Donc, ce que vous avez ici en bas, G1, G2, G3, G4, donc ces différents domaines de variation, ça correspond à des formations géologique. Et G1, c'est la formation géologique dans laquelle vit cet enfant d'Angis 2. Et vous voyez que, le pauvre est mort alors qu'il avait à peine 3 ans, donc il n'a pas eu beaucoup de chance d'aller se promener ailleurs que dans cette vallée de la Meuse où il a grandi en étant bébé et très jeune enfant. Et on a des valeurs isotopiques qui correspondent à la formation géologique locale. Et donc, vous voyez, on peut ensuite tracer un espèce de cercle de mobilité pour cet individu-là dans cette formation géologique qui livre ce rapport isotopique. Alors un autre exemple qui est plus intéressant, c'est celui de Skladina. Alors là, on a un enfant qui est mort à un âge plus avancé. Il a une denture qui ressemble à la denture d'un enfant d'à peu près 11 ans, avec une seconde molaire qui est en cours d'éruption, mais en réalité, en regardant les microstructures dentaires, on a pu établir qu'il était mort vers 8 ans. Alors ce qui est intéressant dans le cas de Skladina, c'est que une partie de sa denture est bien dans la variation, et même quand on va aux extrêmes, qui correspond à la géologie locale de la grotte de Skladina, mais vous voyez qu'en particulier, pour les prémolaires et pour les molaires, on sort de cette variation et on va plutôt dans le domaine de formation géologique adjacente. Alors, on peut, évidemment, pour chacune de ces valeurs, regarder quel est l'âge calendaire auquel correspond la formation de cette dent. Et donc on peut dire cet enfant, quand il avait, disons, entre 2 ans et 6 ans, il est allé, probablement pas tout seul, il est allé se promener assez loin de cette vallée de la Meuse et de ce site de Skladina. Et on peut essayer de modéliser ces déplacements. Alors, une des difficultés, évidemment, c'est que dans ces rapports isotopiques, si l'individu s'est déplacé entre plusieurs zones, on va avoir une moyenne de rapports isotopiques et c'est une des limitations de la méthode. Alors, ce qui est intéressant avec ces méthodes-là, c'est que on semble retrouver des valeurs qui sont un peu comparables en termes de circulation de ce qu'on a déjà mis en évidence avec les circulations de matières premières. Donc on n'est toujours pas avec des domaines de circulation très très étendus. Alors le dernier point que je voudrais soulever à propos de ces territoires, c'est l'existence au-delà de ces sphères de subsistance, de ces domaines d'approvisionnement, de circulation de ces néandertaliens, on commence à reconnaître dans le paléolithique moyen une espèce de différenciation culturelle. C'est-à-dire qu'en particulier en Europe,
on reconnaît des grands domaines géographiques. Vous voyez, c'est des domaines qui sont à l'échelle de à peu près la moitié de la France ou de l'Allemagne ou une partie de l'Allemagne, dans lesquels on trouve des assemblages lithiques. Alors, évidemment, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de tous ces assemblages. Ici, je vous présente simplement 2 ou 3 assemblages de l'extrême fin du Paléolithique moyen. On a en Europe occidentale, enfin en France, peut-être sur une partie de l'Angleterre, quelque chose qu'on appelle le moustérien de tradition acheuléenne. Et on a à la même époque, à peu près à côté, en Allemagne, quelque chose que les Allemands appellent Kalmesser-Gruppe, c'est-à-dire ces espèces de couteaux bifaciaux, de gros couteaux fabriqués avec une technique tout à fait particulière. On a l'impression quand même que ces différenciations technologiques correspondent vraiment à des traditions culturelles. Et donc ça implique quand même une chose, ça implique qu'au-delà de la taille de ces petits territoires de 80-100 km, eh bien, il y a quand même des réseaux à une échelle, disons, de 500, 800, peut-être 1000 kilomètres, il y a des réseaux d'échanges, alors peut-être d'échanges de partenaires pour la reproduction, d'échanges d'individus entre les groupes, qui maintiennent l'intégrité de ces ensembles culturels. Eh bien, ce monde moustérien, ce monde pléistocène, eh bien, c'est un monde très vide, où il y a de grands espaces inoccupés par les hommes pendant parfois de longues périodes, et que même dans les espaces qui sont occupés par les hommes, eh bien des hommes, il n'y en a pas beaucoup. Je vous remercie. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Jean-Jacques Hublin, l'expansion néandertalienne en Eurasie, le 3 novembre 2015. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Jacques Hublin. Il donne en ce moment sa 3e année de cours. Je vous recommande de consulter l'agenda du Collège de France. Sa leçon inaugurale sera publiée chez Fayard en février 2017 sous le titre « Paléanthropologie du genre Homo ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nous retrouverons Jean-Jacques Hublin, nous découvrirons la biologie des Néandertaliens. Et dans quelques instants, nous sommes en compagnie d'Émilie Chaudet. Belle journée à l'écoute de France Culture.